Je crois que vous avez travaillé sur la dépression ces quelques jours. Bien sûr, en psychiatrie, c'est un sujet qui nous préoccupe, que ce soit la psychiatrie pour enfants, pour adolescents, pour adultes, et maintenant même dans la question de la dépression chez le sujet âgé est une question à la fois importante et compliquée. Et puisqu'il s'agit d'une réunion de psychomotriciens, forcément, j'ai proposé de discuter de la question du corps et de la dépression, qui n'est pas ma spécialité, mais c'était l'occasion d'apprendre, et qui quand même m'a toujours interpellé. Je collabore avec un collègue de Montpellier, Grégory Nino, qui est un prof de STAPS, qui évalue l'activité physique dans le support du soin dans la dépression, avec des résultats très intéressants. Et il me dit toujours, quand j'en parle à mes collègues, aux collègues psychiatres de Montpellier, ils ne m'entendent pas. Ils ne m'entendent pas. Et il a raison. Il a raison, c'est que il y a des articles dans la littérature internationale évaluant l'efficacité de l'activité physique dans la dépression. Il y a des revues Cochrane, donc des méta-analyses. Les résultats sont plutôt bons. Et on ne s'en sert pas dans le soin courant. Et quand il y a quelque chose comme ça, nous on appelle ça une résistance, hein, c'est-à-dire quand il y a un fait étayé par des données scientifiques et que les médecins ne s'en saisissent pas, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui fait qu'ils ne s'en servent pas. Et naturellement, il est important de comprendre les mécanismes de ces résistances pour faire avancer les choses. Et c'est là-dessus que je me suis penché. Et je vous propose le fruit de mes réflexions pendant une bonne vingtaine de minutes. Alors en sachant que j'aurais pu sortir quelque chose de facile, hein, c'est-à-dire, oui, bien sûr, il y avait autrefois une médecine globale du sujet, une médecine spirituelle, théologique, et puis avec la théorie des humeurs, Hippocrate, et puis petit à petit l'avènement de la science de l'anatomie, de la physiologie, avec le point culminant, Claude Bernard, en tout cas en France, Claude Bernard avec une médecine d'organes, qui a à la fois été un grand succès, hein, c'est vrai qu'on soigne mieux les patients depuis Claude Bernard qu'avant, il n'y a aucun doute, hein, mais qui a eu des effets, du fait de son succès, qui a eu des effets structurants colossaux, à tel point qu'on a en médecine des cardiologues, des rhumatologues, des dermatologues, des néphrologues, c'est-à-dire qu'on a des spécialités d'organes. Et que, eh bien, dans la dépression, aujourd'hui, l'organe, c'est le cerveau, et donc la dépression est une maladie du cerveau, et donc pour traiter la dépression, on traite le cerveau. Et voilà. Et donc, bien sûr, le corps a disparu. Alors, bien sûr, on essaie de le faire revenir avec les surrénales, avec la thyroïde, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de marginal, et puis ce sont encore des organes, ça n'est pas le corps. Donc j'aurais pu vous dire ça, et c'est vrai que ça y participe, hein, on y reviendra dans la conclusion, c'est vrai que cette pensée bernardienne, réductionniste, pour le meilleur et pour le pire, a conduit au fait que le corps a été oublié dans la pratique médicale. Mais c'est pas suffisant, ça m'a pas satisfait. La résistance qu'il y a en psychiatrie à propos du corps, en particulier dans la dépression, elle est plus profonde que ça. Et d'ailleurs, la dépression, en fait, vous savez qu'il y a une tension dans la société autour de la notion. Hein. Il y a même des collègues en France et aux États-Unis qui considèrent que le fait d'avoir médicalisé la dépression correspond à une OPA du monde médical sur la vie émotionnelle des êtres humains. Et que finalement, la dépression, c'est tout simplement ce que l'on appelait avant la mélancolie, et qui à l'origine n'était pas forcément considéré comme quelque chose de pathologique ou relevant de la médecine. Et c'est vrai qu'il y a une nébuleuse autour de deuil, mélancolie, dépression, et que on ne peut pas penser l'absence du corps dans la dépression sans dépioter toute cette espèce de flou nosographique qu'il y a autour de la mélancolie, du deuil et de la dépression. Donc je vous propose de revenir en arrière aux racines de la mélancolie
Et vous verrez que petit à petit, on comprend comment les choses s'articulent. Alors, la mélancolie est un concept qui est né il y a très longtemps. On le trouve dès la Grèce antique, donc il y a 2500 ans, avec à la fois des choses extrêmement pertinentes au sens de la clinique psychiatrique contemporaine, et puis des choses très surprenantes. Alors je vais vous lire un paragraphe qu'a écrit Hippocrate. Alors qu'a écrit Hippocrate, il paraît qu'Hippocrate, c'était pas un seul sujet, c'est un personnage conceptuel, c'était une école. Donc il y a un corpus de textes hippocratiques, et donc dans le livre 2 des maladies, paragraphe 72, il parle de quelque chose. Alors c'est peut-être pas sûr que ça soit la mélancolie, c'est peut-être l'hypocondrie, on ne sait pas. En tout cas, ça y ressemble bien. Donc il dit « Souci, maladie difficile. Le malade semble avoir les viscères comme une épine qui le pique. L'anxiété le tourmente. Il fuit la lumière et les hommes. Il aime les ténèbres. Il est en proie à la crainte. La cloison phrénique fait saillie à l'extérieur. La cloison phrénique, ça doit être le diaphragme. Bon, là, c'est un peu bizarre pour nous, mais c'est sa vision. On lui fait mal quand on le touche. Il a peur. Il a des visions effrayantes, des songes affreux. Et parfois il voit des morts. La maladie attaque d'ordinaire au printemps. Ça, c'est extraordinaire qu'il ait pu repérer ça, parce qu'effectivement, il y a des dépressions saisonnières, et curieusement, au printemps, il y a un pic de dépression. Donc c'est là qu'on voit quand même la finesse sémiologique et l'expérience clinique. Alors après, il y a le soin. À ces malades, on fera boire de l'élébore, on purgera la tête, et après la purgation de la tête, on donnera un médicament qui évacuera par le bas. Ensuite, on prescrira le lait d'ânesse. Le malade usera de très peu d'aliments s'il n'est pas faible. Ces aliments seront froids, relâchants, rien d'acre, rien de salé, rien d'huileux, rien de doux. Il ne se lavera pas à l'eau chaude. Il ne boira pas de vin, il s'en tiendra à l'eau, sinon son vin sera coupé. Et alors, il y a ça à la fin qui est extraordinaire, point de gymnastique, point de promenade. Par ces moyens, la maladie sera guérie avec le temps, mais s'il n'est pas soigné, elle finit avec la vie. Donc c'est à la fois très beau, c'est qu'on trouve la sémiologie dépressive, mais avec un regard qui n'est pas le nôtre. Il n'y a pas la tristesse, par exemple, mais en fait, la tristesse n'est arrivée que récemment dans la notion de dépression. Il y a beaucoup d'anxiété et de rapport au corps, aux viscères, et même avec quelques éléments qu'on appellerait psychotiques, il voit des morts, etc. C'est ce qu'on voit dans d'autres cultures que la culture occidentale, il y a souvent des éléments hallucinatoires dans la dépression. Donc on voit qu'il y a un tableau sémiologique qui a 2500 ans qui correspond au tableau dépressif. Bon, le traitement, naturellement, pour nous, est surréaliste. Encore que, on pourrait en discuter. Quels sont, parce que le corpus hippocratique est remarquable en termes thérapeutiques. Donc on peut se dire pourquoi ils utilisent des remèdes complètement inappropriés pour traiter ce soin. On pourra en discuter. Ça a obéi à une logique, mais qui à l'évidence n'est pas une logique bernardienne, et puis qui était sûrement d'une efficacité limitée. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi point de gymnastique, point de promenade. Non, alors que c'est faux. Alors que c'est faux, on sait aujourd'hui que la gymnastique et la promenade, statistiquement, permet d'améliorer l'état d'un patient déprimé, et que c'est même quelque chose qu'on lui conseille. Donc on voit que déjà, il y a 2500 ans, le rapport entre le corps et la dépression était déjà problématique. Premier point. Deuxième point, il y a 2500 ans, le rapport de la dépression à l'existence humaine était aussi problématique. Donc 100 ans après Hippocrate, à peu près, Aristote écrit « Pourquoi tous les hommes exceptionnels dans la philosophie, la politique, la poésie ou les arts sont-ils manifestement des mélancoliques ? Un certain nombre d'entre eux étant même, à la vérité, affectés de symptômes maladifs provenant de la bile noire. » La bile noire, c'est la rate. Et en fait, mélancolie, c'est bile noire, étymologiquement. Donc dans la vision de la théorie des humeurs, la bile noire, en fait, c'est pas la bile du foie, c'est la bile de la rate, c'est-à-dire c'est du sang. C'est du sang qui a effectivement une couleur très noire. Donc dans leur représentation, bon, qui pour nous est folle, la bile noire n'a rien à voir avec la dépression, enfin la rate n'a rien à voir avec la dépression, sauf preuve du contraire. Donc si on met tout ça de côté,
il est quand même très impressionnant de voir, Aristote c'est quand même pas n'importe qui, de voir comment il place la dépression au sein même de ce qu'est l'être humain, dans ce qu'il a le plus extraordinaire, c'est-à-dire le philosophe, l'artiste, le poète. Et ça perdure. Ça perdure. Il y a encore aujourd'hui, il suffit d'aller voir sur le blog des patients atteints d'un trouble bipolaire pour voir comment on présente aujourd'hui la liste des acteurs de cinéma, des hommes politiques, des artistes qui sont atteints de troubles bipolaires. On a encore dans notre imaginaire collectif le fait que, quelque part, certains d'entre nous, qui ont une place particulièrement importante dans la société par leur créativité, sont en proie à des angoisses, à une vie un peu plus difficile que les autres. Alors, est-ce qu'il s'agit de dépression? Vous voyez, alors là aussi j'ai cherché, il y a un article paru en 2013 dans la revue Philosophie, Psychiatrie and Psychology, une revue de langue anglaise, donc en 2013, qui essaie de faire, est-ce qu'il y a un lien dans l'histoire et dans la sémiologie entre la mélancolie et la dépression? Et à la suite de cette revue, eh bien, les avis sont partagés. Vous avez la moitié des psychiatres contemporains qui considèrent effectivement qu'il y a un recouvrement sémiologique et qu'on a bien un continuum, et la moitié des psychiatres qui considèrent qu'en fait, ça n'a rien à voir. Bon, alors, je suis rentré dans ce questionnement. On ne peut pas penser là aussi, vous voyez, quand on en est à se demander si mélancolie, rapport à l'existence humaine et dépression, on ne sait pas différencier les uns et les autres et on ne sait pas s'il faut les réunifier ou pas, on ne peut, tant qu'on n'a pas encore conceptualisé ça, la place du corps, on aura du mal à la trouver. Alors, mélancolie, on vient d'en parler. Dépression, c'est quoi? Donc dépression, aujourd'hui, chez les psychiatres, c'est un tableau syndromique, anédonie, incapacité de ressentir du plaisir, tristesse, et puis un certain nombre de symptômes, parmi lesquels insomnie, anxiété, idée de mort, etc. Donc c'est une opérationnalisation syndromique, symptomatique, très opératoire. Mais ça suffit pas. Alors ça suffit pas quand on regarde du côté de la psychopathologie, c'est-à-dire finalement la dépression, à cause de quoi ça survient? Qu'est-ce qui se passe en termes mécanistiques? Vous avez deux grands volets aujourd'hui, un volet autour du cerveau, neurobiologique, donc la dépression, ça a à voir avec la sérotonine, la dopamine. Il y a du vrai, mais il y a aussi beaucoup de storytelling neurobiologique, donc il y a du vrai, mais on n'en sait pas beaucoup plus que ces mots sérotonine et dopamine. Et puis il y a un corpus psychopathologique d'inspiration psychanalytique qui est la dépression comme deuil sans objet. C'est-à-dire que dans la vie, effectivement, on expérimente des situations où l'on est triste, où l'on est mélancolique, et ces situations ont à voir souvent avec la perte d'un être cher. Et c'est vrai que le deuil, dans la littérature, dans le cinéma, le deuil est souvent associé à une période de mélancolie. Et les psychiatres, et en particulier Freud, a fait remarquer que certains individus présentaient des deuils sans qu'il y ait l'objet correspondant au deuil. Et pour lui, la dépression, c'est ça, c'est-à-dire le sujet est dans un état de deuil, mais en fait, l'objet qui est perdu, il est symbolique ou il a été refoulé, on ne sait pas ce qu'il est cet objet, mais quelque part il existe. Alors, bon, on peut dire que c'est une hypothèse, c'est vrai qu'il n'y a pas d'expérience aujourd'hui qui permette d'étayer ce point de vue, néanmoins, la vie de tous les jours apporte un peu d'eau au moulin. Vous avez sûrement constaté qu'au-delà de la perte d'un être cher, au-delà même d'une rupture sentimentale qui correspond aussi à la perte d'un être cher, parfois il y a des situations que l'on voit aussi dans la littérature et dans le film. Vous avez un couple et tout d'un coup il se passe quelque chose. Un des deux membres du couple se rend compte que la personne avec laquelle il vit, finalement, n'était pas la personne qu'il imaginait. C'est quelque chose qui arrive, en fait, beaucoup plus fréquemment que l'on l'imagine. Au décours d'une conversation, de quelque chose qui est dit, tout d'un coup, on se rend compte qu'il n'y a pas d'adéquation entre ce qu'on se représentait de l'autre et ce qu'il nous offre à voir au moment où il s'exprime. Et ça peut déclencher un cataclysme psychologique chez l'individu qui peut conduire authentiquement à une dépression. Alors que fondamentalement, il ne se passe rien.
c'est-à-dire juste un mot qui correspond à un glissement entre la représentation que je me faisais des choses et la chose. Alors bien sûr, dans un contexte où la vie émotionnelle est particulièrement riche. Et ça me conduit à faire l'hypothèse que ce qui unit la mélancolie et la dépression, c'est une rupture brutale et massive dans ce qui est une perte de sens. Perte de sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, êtres humains, on vit ensemble, on est là, et nous sommes confrontés en permanence à ce que nous appelons la réalité, qui est quelque chose de traumatisant, parce que la réalité est potentiellement dangereuse. Et pour vivre avec ce danger lié à la réalité, nous avons construit un langage, des représentations, un appareil psychique qui fait qu'on se représente les choses. Et en fait, nous vivons à l'intérieur, nous, sujets pensants, vivons à l'intérieur d'un univers de représentation. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui est à l'origine du film Matrix, vous savez, hein, c'est-à-dire que les individus vivent, mais en fait, ils vivent dans un univers de représentation, et la réalité, elle est ailleurs. Eh bien, c'est une métaphore du sujet humain pensant. Nous vivons dans un univers de représentation, et cet univers de représentation est déployé sur la réalité. Et le contact avec la réalité, en fait, il n'est pas si fréquent que ça. Lors de l'accident de la route, par exemple, vous avez tout d'un coup le corps de quelqu'un qui est ouvert, là, vous êtes confronté à la réalité, et tout d'un coup, ça fait un traumatisme. Et donc, vous rentrez chez vous ce soir, vous retrouvez votre conjoint, et en fait, c'est pas votre conjoint que vous avez en face de vous, c'est la représentation que vous avez de lui, et elle va s'exprimer, et il va y avoir du sens qui va être partagé, et tout ça est lissé par l'histoire que vous avez partagée l'un avec l'autre. Et puis tout d'un coup, s'il se met à dire quelque chose qui est complètement en contradiction avec la représentation que vous faites de lui, alors tout d'un coup, vous êtes sidéré, et vous êtes en danger, et si ce danger devient très important, alors vous vous effondrez. Et on retrouve là, alors si vous vous effondrez et qu'en plus, bien entendu, associé à cette perte de sens, il y a des choses archaïques comme un être qui correspond à un être d'attachement. Vous savez que quand on est enfant, on est attaché à des personnes, hein, les éthologues ont montré ça, et que si la rupture de sens a à voir avec la personne d'attachement, alors non seulement vous avez une perte de sens, mais en plus cette perte de sens est chargée émotionnellement de façon très forte. Et puis, bien entendu, derrière cet outil de représentation, vous avez aussi un cerveau, et ce cerveau peut avoir des vulnérabilités biologiques, génétiques, et il se peut que, en face d'une même perte de sens, un individu puisse tomber dans un état dépressif beaucoup plus facilement qu'un autre. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'il n'y a que perte de sens que le sens à lui tout seul explique la dépression. Il peut y avoir aussi la biologie, il peut y avoir aussi des théories d'attachement, etc., etc. Mais en tout cas, je fais l'hypothèse que la dépression, la mélancolie, c'est fondamentalement une rupture dans le sens. Alors, j'en reviens au corps, c'est que dans notre culture occidentale, le sens appartient fondamentalement au sujet pensant. Le corps n'a rien à voir avec le sens. Et d'ailleurs, là aussi, si on regarde chez les Grecs, comment est constitué l'être humain, dans le Timée, Platon dit quelque chose de très drôle, il dit que l'âme est dans la tête parce que la tête est une forme sphérique, donc parfaite, et comme l'âme est parfaite, elle est forcément dans la tête. Mais comme la tête est ronde, la tête ne peut pas bouger facilement dans la forêt et dans la montagne, donc les dieux ont collé sous la tête un corps qui est long et qui a des membres. Comme ça, le corps peut se dépatouiller dans la nature pour bouger et pour porter la tête. Donc vous voyez, dans notre philosophie occidentale, comment nous avons très tôt conceptualisé le rapport entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit est parfait dans une sphère parfaite, et le corps, après, il gère dans la vie de tous les jours. Et donc, en médecine, c'est pareil. Si vous avez une maladie qui a à voir avec le sens, qui a à voir avec l'esprit, la maladie, elle est certes dans la tête, mais aujourd'hui, on va dire, elle est une maladie du sujet pensant, et le corps n'a rien à voir avec tout ça. Alors le problème, c'est que c'est pas vrai. Le problème, c'est que c'est pas vrai, et que ce résultat qui vient d'une représentation très forte et très ancienne
du sujet vivant et pensant dans notre société occidentale n'est pas compatible avec les résultats expérimentaux des études randomisées, expérimentales, qui permettent de montrer, comme je vous le disais dans l'introduction, que l'activité physique permet d'améliorer des patients en état dépressif. Et donc aujourd'hui, on est pris dans une injonction paradoxale. C'est que nos représentations théoriques du sujet vivant et pensant ne sont pas compatibles avec les données de la science expérimentale très concrètes qui ne sont pas dépendantes de ces représentations théoriques. Alors le psychiatre là-dedans, lui, il est pris entre deux feux. Et il est d'autant plus embêté que l'activité physique, eh bien, nos concitoyens commencent à se l'approprier dans le monde du soin. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Qigong, le Tai Chi sont maintenant proposés dans les services de psychiatrie. Et les collègues psychiatres sont embarrassés parce que, alors, il y a de l'engouement, ça semble faire du bien aux patients ou aux patientes, mais c'est incompatible avec mes représentations et dans quelle mesure je peux intégrer tout ça. Alors, je vais conclure là-dessus. On est vraiment à la croisée des chemins parce qu'on est un peu à une impasse, au niveau d'une impasse épistémologique. C'est que nos représentations théoriques implicites ou explicites du sujet malade, vivant et pensant sont arrivées dans une impasse. Aujourd'hui, le patient est représenté à travers du fonctionnement de ses organes, mais le corps du sujet n'est pas la sommation du fonctionnement des organes. Et on ne peut pas dire non plus qu'il existe un corps avec des organes auquel on rajoute une âme qui est destinée à la psychiatrie. Parce qu'aujourd'hui, s'il s'agit bien de ça, dans l'hôpital, vous avez des spécialistes d'organes, et dès que ça a à voir avec autre chose, le sujet pensant, alors on appelle le psychiatre. Donc on a besoin de dépasser cette impasse, on a besoin, comme essaient de le faire les physiciens aujourd'hui, on a besoin d'une théorie de grande unification du patient, c'est-à-dire une théorie qui incorpore à la fois la physiologie, la psychologie et la phénoménologie du corps. Alors on va dire c'est ambitieux, et si les physiciens le font, pourquoi pas les médecins? C'est un devoir de se mettre à penser en termes théoriques un sujet malade unifié. C'est un premier point. Ça, c'est un travail d'ambition. Dans 10 ans ou dans 20 ans, je suis sûr que ça peut marcher, mais il faut s'y mettre. Le deuxième point, c'est que dans l'immédiat, on peut contourner cette difficulté. On peut la contourner en faisant de plus en plus d'études de terrain visant à évaluer l'efficacité de ces prises en charge qui passent par le corps. Alors bien sûr, c'est difficile, ça demande de l'argent, de l'investissement. Un essai randomisé pour un médicament, c'est entre 5 et 200 millions d'euros. Et évaluer un soin non médicamenteux, eh bien, ça demande le même niveau d'investissement à peu de choses près. Alors après, c'est une question de choix politique. Nous, citoyens, nous, professionnels de santé, nous devons faire pression auprès des politiques pour que les soins non médicamenteux, qu'ils soient psychothérapeutiques ou corporels, soient évalués avec le même niveau de preuve que les soins non médicamenteux. Et une fois que l'on aura ça, on aura un discours scientifique que l'on pourra opposer aux collègues qui ont du mal avec le corps. Je vous remercie pour votre attention.